Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue ce mardi pour notre point de la situation au quotidien. Nous espérons que vous vous portez bien, que vous prenez soin les uns des autres. Je vais directement passer la parole à Emmanuel pour un point de la situation aujourd'hui. Bonjour à tous. Goedemorgen iedereen. Comme tous les jours, nous allons faire le point sur la situation en commençant pour la situation dans les hôpitaux. Donc hier, 485 personnes ont dû être hospitalisées dans le cadre d'une infection à Covid-19. 168 personnes ont pu sortir des hôpitaux. Cela porte à 4920 personnes le nombre de patients aujourd'hui hospitalisés dans le cadre d'une infection à coronavirus. Parmi ceux-ci, 1021 sont aux soins intensifs, c'est une augmentation de 94 par rapport à hier. L'utilisation des lits de soins intensifs dédiés à la gestion de cette épidémie est aujourd'hui à 53%, donc un peu plus que la moitié. La situation est plus compliquée dans 3 zones du pays, notamment à Bruxelles, au Limbourg et dans le Hainaut. Aujourd'hui, 786 personnes ont besoin d'une assistance pour respirer. Pour la journée d'hier, nous avons comptabilisé 98 personnes qui sont décédées dans le cadre d'une infection et par ailleurs 94 autres décès liés à des jours précédents ont été rapportés. Cela porte à 705 le nombre de personnes décédées d'une infection à coronavirus. Pour la journée d'hier, 876 patients ont été diagnostiqués positifs pour le Covid-19 par un test de laboratoire. Parmi ceux-ci, 467 en Flandre, 189 à Bruxelles, 203 en Wallonie, et pour 17 personnes, ces données doivent encore être consolidées. Cela porte pour la Belgique à 12 775 cas d'infection confirmés par un test de laboratoire. Depuis le début de l'épidémie, 52 072 tests ont été réalisés et pour la journée d'hier, 2500 tests ont été réalisés. Aujourd'hui, nous voulons vous communiquer une information difficile, c'est le décès d'une jeune fille de 12 ans. C'est évidemment un moment émotionnellement difficile, car cela touche un enfant, et ça touche aussi la communauté médicale et scientifique. Nous pensons particulièrement à sa famille et ses proches. C'est un événement qui est très rare, mais qui nous bouleverse. Voilà. Goedemiddag iedereen. Het is tijd voor de update van de cijfers. De voorbije 24 uur zijn er 485 mensen opgenomen in onze ziekenhuizen. Dat is een lichte daling ten opzichte van de vorige dagen. Opnieuw hebben 168 mensen onze ziekenhuizen kunnen verlaten. Dat brengt het totaal aantal patiënten in onze ziekenhuizen op dit ogenblik op 4.920. 1021 patiënten liggen op intensieve zorgen. Dat is een stijging van 94 patiënten tegenover gisteren. Dit betekent dat ongeveer 50% van onze huidige capaciteit ingenomen is op de intensieve zorgen. 786 patiënten worden beademd. Dat is een stijging van 90 patiënten. De laatste 24 uur werden jammer genoeg bijkomend 98 sterfgevallen gerapporteerd. Daar komen nog eens 94 sterfgevallen bij die met terugwerkende kracht gerapporteerd werden. Het gaat om sterfgevallen die plaats hebben gevonden tussen 11 maart en eergisteren. Het gaat om mensen van boven de 65, voornamelijk uit woonzorgcentra. Dit brengt het totaal aantal overlijdens in België op dit ogenblik op 705.
En van die 705 overlijdens is 93% ouder dan 65 jaar. De voorbije dag werd de infectie vastgesteld bij 876 personen, op een totaal van 2500 personen die getest werden. 467 kwamen uit Vlaanderen, 203 uit Wallonië, 189 uit Brussel en 17 van alsnog onbekende origine. Dat brengt het totaal aantal bevestigde gevallen op 12.775. Wij hebben ook droevig nieuws vernomen. Gisteren is een meisje van 12 jaar overleden. Het meisje testte positief voor het coronavirus. Het kind is plots achteruit gegaan na 3 dagen koorts. Dit is iets dat ons heel bijzonder raakt, als ouder en als mens. En wij willen onze diepe steun betuigen aan de ouders, aan de familie en aan de vrienden. Het herinnert ons eraan dat alle leeftijden, gaande van 10 jaar tot de hoogste leeftijd, complicaties kunnen ontwikkelen. Het is wel belangrijk om te vermelden dat dit zeer uitzonderlijk is bij jonge mensen. Dit is niet de regel. Waarom het soms misloopt, weten we niet. Het is belangrijk dat dit geval per geval onderzocht wordt. Het is normaal dat wij ons in deze abnormale situatie soms onzeker en angstig voelen. Vele mensen voelen zich verloren. Het is belangrijk dat we steun zoeken bij elkaar, dat we hierover praten met elkaar. En ik wil ook vermelden dat het Rode Kruis ter beschikking staat met een telefoonnummer, namelijk 0800 14 689. En via die telefoonnummer kunnen zij ook doorverwijzen naar de vele initiatieven die er bestaan om psychosociale hulp te verlenen aan mensen die daar nood aan hebben. Deze epidemie is een gegeven van de natuur. We moeten dat voor een stuk aanvaarden. Maar geloof mij, dit gaat voorbij gaan. We kunnen terugvechten, controle krijgen en solidair zijn. En dat doen we als bevolking. Dank u. Dans le sens de ce que Steven a dit, qu'il est normal, dans cette situation particulièrement anormale, d'avoir des sentiments et des émotions qui sont différentes de ce qu'on a l'habitude de ressentir. Nous voudrions encore une fois vous faire part de la possibilité non seulement d'aller chercher de l'aide et du soutien auprès de vos proches, mais aussi auprès d'initiatives comme les initiatives de la Croix-Rouge qui se mettent à votre disposition pour vous accompagner dans des moments qui sont particulièrement difficiles. Et on sait que dans chaque famille, ces difficultés peuvent être différentes et aussi avoir différentes intensités. Cette épidémie, nous ne l'avons pas voulu, elle est pourtant présente. Nous passons à travers, et nous passons à travers de façon solidaire. Nous voulons continuer à maintenir cette cohésion, cette solidarité dans la population. Nous le faisons aussi au niveau médical, nous le faisons aussi au niveau scientifique. On voit aussi beaucoup d'efforts au niveau politique, et nous allons passer à travers cette épreuve. Mais la douleur et les difficultés que nous traversons, nous devons aussi de façon solidaire les traverser. Comme nous le savons depuis plusieurs jours maintenant, les mesures que nous prenons, tous, sont importantes. Et nous le remarquons dans notre vie quotidienne, vous à la maison, ceux qui travaillent, les scientifiques, les professionnels de la santé, mais ce sont des mesures qui sont nécessaires. Il y a énormément de questions qu'on se pose, et c'est tout à fait compréhensible.
Pour chacun d'entre nous, c'est une nouvelle situation. On doit l'accepter, la comprendre, pour pouvoir la vivre au mieux. Aujourd'hui, nous comprenons tous pourquoi ces mesures existent. Il en va de notre santé à nous, à chacun d'entre nous. Il en va de la santé de nos proches. Il en va aussi de la santé de l'ensemble de notre population. Alors, si je peux vous donner un conseil, si vous doutez à un moment de savoir si vous pouvez faire quelque chose ou si vous ne pouvez pas faire quelque chose, il serait peut-être préférable de ne pas le faire. À titre de précaution, restez chez vous, prenez soin surtout de vous et des autres, même si c'est parfois des choix qui sont difficiles. Nous devons à tout prix maintenant limiter notre cercle de contact. C'est la seule façon pour limiter la propagation du virus. C'est pour ça que les règles et les consignes de santé publique qui ont été édictées depuis plusieurs jours existent. Restez chez vous, limitez vos déplacements et vos activités à ce qui est vraiment essentiel. Télétravaillez, travaillez si vous ne pouvez pas télétravailler, mais en allant à votre travail. Et respectez toujours ces consignes de base qu'on vous donne. Lavez-vous les mains, par exemple. Une autre information importante, on a beaucoup de questions qui nous arrivent concernant le passage de frontières. Vous savez que depuis le 18 mars, les voyages non essentiels sont interdits à l'étranger. Mais il est vrai aussi que le transport, par exemple, de marchandises et de biens reste autorisé. Il y a différents postes frontières qui sont actuellement fermés et pour d'autres, il y a des contrôles renforcés. Si vous devez quand même passer la frontière pour des voyages essentiels, alors on peut que vous conseiller d'avoir un document d'identité, mais également un autre document qui pourrait en fait faciliter la discussion que vous allez avoir peut-être avec des douaniers ou des policiers pour expliquer pourquoi votre déplacement est essentiel. Il peut s'agir d'un document par rapport à votre employeur, il peut s'agir d'une attestation médicale, si vous devez aller poursuivre un traitement médical de l'autre côté de la frontière, un document lié à votre coparentalité par exemple, ou bien la preuve d'un ticket d'avion, si vous devez absolument aller chercher quelqu'un à un aéroport à l'étranger, et si cette personne ne peut pas, parce que c'est quand même la priorité, revenir tout seul par ses propres moyens et les transports en commun. C'est ensemble qu'on va pouvoir faciliter l'implémentation de ces mesures. Ici, vous pourrez aider les policiers et les douaniers pour vraiment expliquer votre déplacement essentiel. N'oubliez pas que dans certains pays, il y a d'autres règles qui existent, donc consultez les consignes mises en place dans d'autres pays. Et pour conclure, plus que jamais, restez chez vous, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Merci. Goedemorgen. De maatregelen ter verspreiding van het virus zijn heel ingrijpend. Dat merken we allemaal in ons dagelijks leven. Maar ze zijn meer dan ooit nodig. We beseffen ondertussen allemaal waarom deze maatregelen er zijn. Het gaat over de gezondheid van u, van uw naasten en eigenlijk van ons allemaal. Er worden heel wat vragen gesteld over deze maatregelen en dat is heel begrijpelijk. Dit is voor iedereen een nieuwe situatie. Een situatie die we moeten begrijpen, maar ook aanvaarden. Misschien nog een goede raad, een goede tip. Als je twijfelt of je iets kan doen of iets niet kan doen, doe je het waarschijnlijk beter niet. Zelfs al is dat een moeilijke keuze en geen aangename keuze. We moeten nu vooral samen onze sociale cirkel zo klein mogelijk houden. Enkel zo kunnen we verspreiding van het virus afremmen. Vandaar de heel duidelijke basisregel. Blijf thuis en beperk uw essentiële verplaatsingen en activiteiten. Zoals bijvoorbeeld gaan werken als telewerk niet mogelijk is. Maar respecteer steeds de basisregels. Handhygiëne, sociale afstand enzovoort. Ook over de grensovergang krijgen we nog heel veel vragen. Sinds 18 maart zijn niet-essentiële reizen naar het buitenland niet meer toegestaan. Het goederen- en dienstenverkeer mag nog wel de grens over. Verschillende grensovergangen zijn ook gesloten en er zijn controles aan de diverse grenzen. Moet je toch nog een grens oversteken voor een essentiële verplaatsing, is het aangeraden om naast uw identiteitsdocumenten een schriftelijk document te hebben dat uw essentiële verplaatsing rechtvaardigt. Het kan bijvoorbeeld gaan over een attest van uw werkgever, een attest van een dokter als u aan de andere kant van de grens op dokterconsultatie moet gaan,
bewijs van co-ouderschap, in verband als dat gaat over de grenzen heen. Een kopie van een vliegtuigticket om iemand af te halen op de luchthaven die er zelf niet terug kan komen als hij of zij geen openbaar vervoer kan nemen. Op basis van deze documenten kan de politie of douane bij controle de noodzaak van uw verplaatsing beoordelen. Uiteraard moet u in een ander land ook de nationale richtlijnen in verband met het COVID-19 respecteren. Om af te sluiten, en we kunnen het niet genoeg herhalen, blijf thuis, blijf voor jezelf zorgen en blijf zorgen voor de anderen. Dank u wel. Nous allons passer, comme chaque jour, à certaines questions qu'on a reçues. On va essayer d'y répondre au mieux aujourd'hui. Je laisse la parole pour les questions. Un pic de malades en fin de semaine prochaine, risque-t-on une saturation des soins intensifs à ce moment? Donc, nous voyons aujourd'hui un certain nombre de signes encourageants que l'intensité de l'épidémie ralentit, mais tous les jours, nous avons encore un nombre important de patients qui rentrent aux soins intensifs. Inévitablement, le nombre de ces patients va continuer à augmenter dans les prochains jours et nous allons arriver à un point qui sera proche de la saturation de nos hôpitaux. Nous pensons que nous allons pouvoir faire face à ce nombre important. Tout le système a été préparé pour le faire et on continue à travailler activement. Mais donc au moment où on sera proche du pic, le travail sera très intense. Mogen we ons eind volgende week verwachten aan een piek in het aantal zieken? Is er een risico dat de afdelingen intensieve zorgen op dat moment verzadigd zullen zijn? Wel, we zien uit vele indicatoren dat de kracht van de epidemie afneemt. En we hopen de komende dagen ergens een stabilisatie te mogen zien in het aantal nieuwe ziekenhuisopnames. Dat betekent evenwel nog altijd dat er nieuwe gevallen bijkomen en een deel van die mensen ook op intensieve zorgen gaan terechtkomen. Wanneer mensen op intensieve zorgen terechtkomen, blijven ze daar minstens een week tot vele weken. Daardoor kan dat aantal nog sterk oplopen, ook al hebben we een piek bereikt. Het is dus mogelijk dat we onze volle capaciteit zullen nodig hebben, maar we denken wel dat we dit gaan aankunnen en indien nodig kan die capaciteit ook nog verhoogd worden. Maar het zullen zeker nog moeilijke weken worden. Hoe wordt de periode na de piek voorbereid? Zullen de maatregelen beetje bij beetje afgebouwd worden en hoe zal dat dan gebeuren? Wel, op dit ogenblik is er al volop overleg gaande tussen de verschillende experten, verschillende sectoren, om te zien hoe we dat precies gaan aanpakken. We kunnen daar niet concreet over zijn op dit moment, omdat dit afhangt ook van de cijfers en van de evolutie van die cijfers. En dat gaat uiteindelijk bepalen wat de timing gaat zijn en welke maatregelen we al dan niet kunnen aanpassen. Dus hier zal later nog over gecommuniceerd worden. Comment préparez-vous l'après-pic? Existe-t-il des phases pour quitter petit à petit le confinement? Oui, il existe toute une série de mesures qui seront prises pour accompagner la fin de ces mesures. C'est important de le faire, c'est important de le préparer. Nous le faisons entre différents secteurs, notamment le secteur de la santé, mais aussi d'autres secteurs de notre société, car nous voulons pouvoir, après cette épidémie, reconstruire rapidement et remettre en marche notre pays. Il y aura un certain nombre de phases et leur timing, leur nature va dépendre d'un certain nombre d'indicateurs que nous sommes en train de préparer, de collecter aujourd'hui dans ce sens. Quelles sont les zones qui commencent à saturer en termes de capacité médicale? Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a 3 provinces dans le pays où le nombre d'hospitalisations arrive à un niveau qui est élevé. Et des mesures sont prises évidemment pour accompagner ces provinces. Il faut aussi savoir que cette épidémie elle est distribuée de façon
non homogènes sur l'ensemble du pays. Il y a certaines zones qui peuvent être plus atteintes que d'autres. Ça peut aussi être des hôpitaux, mais ça peut être aussi par exemple des maisons de soins. Et donc voilà, il y a certaines zones dans notre pays qui font face aujourd'hui à des situations très difficiles. In welke gebieden bereiken we stilaan een saturatie van de medische capaciteit? Er zijn een aantal gebieden die meer geraakt worden door deze epidemie dan andere. Dat is Limburg, Henegouwen en ook de Brusselse regio. En daar wordt er gewerkt ook aan een speidingsplan om een aantal patiënten door te verwijzen. Dat is op zich geen probleem. Er zijn genoeg capaciteit aanwezig in de totaliteit van onze ziekenhuizen en dit kan eigenlijk goed geabsorbeerd worden. Worden patiënten die het ziekenhuis verlaten verder opgevolgd en voor hoe lang dan? Wel, het is zo dat sommige patiënten die het ziekenhuis verlaten nog niet volledig genezen zijn. Zij kunnen terechtkomen in een intermediaire structuur of zij kunnen thuis terechtkomen en nog een tijdje herstellende zijn. Er worden dan nazorgen toegediend voor sommige van die patiënten. De duur daarvan dat zal afhangen van patiënt tot patiënt, dus we kunnen daar niet concrete data over geven. Er zijn ook studies lopende op mijn instituut om bij een deel van de patiënten of de mensen die de infectie hebben meegemaakt, om die ook op lange termijn op te volgen. Les personnes sorties de l'hôpital sont-elles suivies ensuite et pour combien de temps? Donc les personnes qui ont dû être hospitalisées, et en particulier celles qui ont dû bénéficier de soins intensifs et d'assistance pour respirer, eh bien, inévitablement, la convalescence de ces personnes prend un certain temps. Donc, en fonction de la gravité, de la sévérité dans laquelle un patient a été admis à l'hôpital, eh bien, cela a aussi un impact sur le temps de convalescence. Il y a toute une série d'études en cours pour évaluer ce temps, l'impact, mais une personne qui peut rentrer chez elle, a priori, ne constitue plus un danger en termes infectieux pour son entourage, puisqu'on sait que quand on a fait la maladie, on développe des anticorps et donc le virus disparaît de notre corps et donc ces personnes peuvent également réintégrer petit à petit un circuit tout à fait normal. La littérature scientifique révèle que la sévérité de la maladie et le risque de décès sont accrus chez les fumeurs. Avez-vous remarqué une surreprésentation des fumeurs parmi les cas graves et les décès? Pour la Belgique, nous n'avons pas encore regardé de façon très précise cet élément-là, mais nous savons que fumer n'est en général pas bon pour la santé et peut affaiblir les poumons. Et on sait que cette infection touche aussi particulièrement les poumons. Donc ne pas fumer est une bonne chose. De wetenschappelijke literatuur geeft aan dat rokers zwaarder ziek kunnen zijn door COVID-19 en meer kans kunnen hebben om te overlijden. Zien jullie meer rokers bij de patiënten op intensieve zorgen en bij de overlijdens? Daar hebben we op dit ogenblik nog geen cijfers over. Maar ik denk dat het wel vrij logisch is om te veronderstellen dat rokers meer risico lopen. We weten dat zij sowieso meer risico lopen op tal van aandoeningen. Dat roken ook nadelige effecten heeft voor de werking van de longen en de werking van het hart. Dus het zou me niet verbazen dat dat ook bij ons een risicofactor is. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen die, als ze al niet gestopt zijn met roken, er goed over nadenken om te stoppen met roken, om tal van redenen. Niet alleen dit virus, maar heel wat andere ook. Wat denkt u van het voorstel van een infectioloog om iedereen een masker te laten dragen bij het verlaten van zijn of haar huis? Wel, ik denk dat het dragen van een masker alleen maar zin heeft in een bepaalde context. En ik heb het al eerder gezegd, wanneer mensen met hun hond gaan wandelen op straat en ze houden afstand van anderen, dan heeft dat geen zin om een masker te dragen. Maskers hebben zin wanneer men in contact komt met fragiele personen met een zwakke immuniteit of wanneer men zelf een zwakke immuniteit heeft.
en wanneer men dicht contact met anderen niet kan vermijden. Maar het heeft weinig zin wanneer men alleen in zijn auto zit of wanneer men alleen of met twee gaat wandelen en afstand houdt om dan een masker te dragen. Que pensez-vous de cette proposition d'un infectiologue que tout le monde porte un masque pour toute sortie du domicile? Donc, nous avons déjà expliqué à de nombreuses reprises que le port du masque était particulièrement important dans certaines situations, notamment quand les personnes sont malades, pour les personnes qui doivent s'occuper de ces personnes qui sont soit malades, soit beaucoup plus fragiles. Et la priorité reste évidemment cette utilisation-là. Quand on se promène seul, en promenant son chien, quand on est seul dans sa voiture, quand on fait une sortie en famille, sans contact avec les autres, cela n'a pas d'utilité de porter un masque. Nous n'allons pas interdire aux gens de fabriquer leurs masques ou de porter des masques en rue, mais vous connaissez notre point de vue, les masques, et certainement les masques qui doivent être utiles dans les secteurs de soins et de soutien aux personnes, mais sont ceux qui sont les plus utiles. Et donc, on n'interdira pas le port du masque, mais il faut privilégier les personnes qui sont vraiment à risque. Voilà, merci pour votre présence tous les jours. Nous serons là demain aussi, à 11 h, pour continuer à vous informer. Alors, continuez à respecter ces consignes comme vous le faites depuis le début. Continuez à rester chez vous, continuez à propager surtout la bonne information et non pas le virus. Merci.